Mes chers collègues, nous poursuivons donc nos travaux d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires en recevant plusieurs journalistes qui ont particulièrement travaillé sur les violences dont ont été victimes certains élèves de l'établissement Notre-Dame de Bétharram. Nous avons Gabriel Blaise du Sud-Ouest, America Lopez de France 3 Aquitaine et M. David Perroton et Anton Rouget de Mediapart. Nous vous remercions de vous être rendus disponibles pour cette audition. Nous avons déjà précédemment auditionné sur une autre affaire que Bétharram, XL de la Porte, sur la table ronde des victimes, donc elle ne pourra pas être là cet après-midi. Je précise que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Puis, il sera consultable en vidéo. Elle fera aussi objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Notre échange prendra la forme de questions et de réponses. Je vous poserai les premières questions et ensuite viendront les questions des deux rapporteurs, Paul Vannier et Violette Spilbou. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées, dans le cadre de travaux d'enquête, de prêter serment et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demanderai donc chacun à votre tour de lever la main droite et de dire « je le jure » dans le micro, s'il vous plaît. C'est comme vous. Je le jure. Je vous remercie. Bon, voilà, on va éteindre les micros comme ça. Je vous remercie. Donc, voici mes premières questions. Comment avez-vous pris connaissance des premiers éléments concernant l'affaire de Bétharram? Et qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter sur cette affaire en particulier? Je vous laisse la parole pour quelques minutes pour cette première question, si vous le voulez bien. Je vais commencer. D'abord, merci de nous permettre d'être là. Je vais répondre tout simplement à la question. On est en veille permanente sur le... Donc, je travaille pour un quotidien, le quotidien Sud-Ouest. Je suis chef d'édition à Sud-Ouest Pau. On est une petite équipe et on est en veille sur toute l'actu de notre territoire et notamment sur les réseaux sociaux. Et on a vu la création de ce groupe Facebook créé par Alain Esquer, donc à la fin octobre 2023. On a commencé à en parler entre nous et très clairement, la réflexion qu'on a eue au début, c'est oui, des violences à Bétharram, grande nouvelle. Parce que tout le monde, effectivement, en Béarn, connaissait la réputation de cet établissement. Mais cela dit, évidemment, on s'est intéressé aux échanges qui y étaient déployés, jusqu'au moment où on a pu avoir des premiers témoignages directs en contactant les membres de ce groupe, puis Alain Esquer, et on a choisi d'en faire un article. Donc les premiers confrères qui ont travaillé dessus, je crois que c'était France Télévisions, je crois que c'était France 3, le tout premier article. La République des Pyrénées également a beaucoup travaillé dessus. Et petit à petit, voilà, on s'est plongé dans ce dossier qui était bien plus vaste qu'on l'avait perçu au début, évidemment. Merci. Qui veut prendre la parole d'autre? Madame Lopez. Un petit peu comme mon confrère de Sud-Ouest, on découvre... Oui, je crois que je peux m'en tenir comme ça. On a découvert ce groupe de parole. Au début, il n'y a pas beaucoup de membres, mais très vite, les échanges portent sur des agressions très graves, de violences physiques, de violences sexuelles. Moi, en fait, le déclic, vraiment, c'est plutôt début février 2024. Le parquet de Pau lance une enquête préliminaire sur des faits d'agression. David Bazier, qui est correspondant de France 2 à Bordeaux, réalise un reportage sur la mise en cause d'un surveillant, un surveillant laïque qui est en poste depuis 40 ans au Beau Rameau, et qui est donc, en tout cas,
qui fait l'objet d'une dizaine de plaintes pour des agressions sexuelles. Donc ce reportage est diffusé au National. Il se trouve que David Bazier est également mon mari. On parle de cette affaire, mais en fait, de suite, il me dit, on est face à quelque chose d'hors norme, en fait. On n'est pas face à une histoire de pédophilie classique dans l'Église. Et il me dit, voilà, c'est quelque chose, en fait, qui s'étale sur plusieurs décennies et qui est systémique. Donc, évidemment, ça m'interroge. Et puis, comme mon confrère de Sud-Ouest, on prend après contact avec Alain Esquer, on est mis en relation avec d'autres témoins, d'autres victimes. Voilà, c'est un peu le début quand même pour nous de notre travail d'enquête. Merci pour Mediapart. Je vais répondre au niveau de Mediapart. Nous, on suit les premiers développements depuis Paris. Mais il y a une double particularité, en fait. Au début de l'année 2024, il y a deux dimensions qui vont beaucoup nous intéresser. D'abord, il y a le fait que moi, je suis originaire des Pyrénées-Atlantiques. J'ai commencé ma carrière là-bas, notamment à l'AFP. Et puis, j'ai été aussi scolarisé dans le public dans les Pyrénées-Atlantiques. Et donc, Betaram était un nom, et ça vous a déjà été dit, y compris, notamment par Alain Esquer. Donc, tous les élèves, y compris ma génération, avons beaucoup entendu parler. Donc forcément, j'ai eu le regard plus acéré au moment de la création du collectif et des premiers articles, notamment sur France 3, Sud-Ouest et la République des Pyrénées. Et nous, on était dans un moment à Mediapart où on était au cœur de l'affaire Stanislas, qui mettait déjà en lumière la question qui est au centre aujourd'hui des travaux de votre commission sur l'absence et le manquement du contrôle sur les établissements privés sous contrat. Donc on a commencé à travailler sur cette affaire à partir de février 2024. Moi, j'ai rencontré à Biarritz une des victimes qui avait porté plainte dans les années 90, porté plainte au début des années 2000 pour des faits dans les années 90. Et en fait, ce qui nous a intéressés particulièrement dans cet établissement, c'était la multiplication de témoignages concernant des périodes différentes et avec une diversité d'auteurs qui laissait déjà transparaître ce que l'on voit aujourd'hui, qui est une mécanique de la violence systémique, institutionnelle au sein de cet établissement, et qui en fait démontrait qu'il y avait, au-delà de la nécessité de faire émerger la parole des victimes, d'interroger la responsabilité individuelle des auteurs, qui montrait qu'il y avait un environnement institutionnel qui avait permis à la violence, qu'elle soit les violences sexuelles, mais aussi physiques et psychologiques, de se répéter pendant des années, voire des décennies au sein de cet établissement. Et c'est un petit peu comme on l'avait fait aussi sur les questions de pédocriminalité dans l'Église à partir de l'affaire Barbarin. C'est vraiment notre approche à Mediapart. C'est au-delà des situations individuelles, de venir questionner l'environnement ayant permis à ces violences de se répéter, de rester impunies pendant autant de temps. Et on s'est assez rapidement concentré sur les années 90, qui, à Notre-Dame de Betaram, nous semble absolument fondamentale sur la manière dont ce qu'on qualifierait aujourd'hui de lanceurs et lanceuses d'alerte ont été complètement ignorés par de nombreuses institutions, et qui est pour nous une décennie de bascule, où potentiellement les institutions auraient pu réagir, et les personnes à la tête de ces institutions, et n'ont rien fait. Et on se rend compte aujourd'hui qu'avec l'ampleur des témoignages, y compris pour des faits postérieurs aux premières alertes, eh bien, ça a eu des conséquences extrêmement lourdes. Je vous remercie. Qui veut prendre la parole ? Monsieur Vanier, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, et merci à vous d'être présent, et permettez-moi de saluer aussi votre travail de journaliste, parce que si d'abord c'est la force des victimes qui fait que nous sommes là et constitués en commission d'enquête, c'est aussi, je veux le dire, le travail des journalistes qui ont permis à cette affaire de Betaram d'interpeller, y compris des parlementaires,
qui ensuite, voilà, avec leurs moyens d'expression à eux, ont donné une autre résonance encore à ces questions. Et depuis, donc, nous tirons le fil et nous avons élargi le spectre de nos investigations. Plusieurs d'entre vous nous avaient dit « tout le monde savait ». Alors, qu'est-ce qu'on savait? Parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez imprécis dans cette formule. Qu'est-ce qu'on savait? Qu'est-ce qu'on se disait de cet établissement? Et est-ce que, au moment où on savait, et alors, à quel moment d'ailleurs, à partir de quand sait-on que Betaram est un établissement violent, si je comprends, si je déduis de vos propos quelque chose? Quelle violence parle-t-on? Et est-ce que cet établissement, il est absolument singulier? Parce que donc, depuis l'affaire Betaram, d'autres collectifs de victimes se sont constitués. On ne peut que constater qu'il y a une concentration relative de ces collectifs dans le sud-ouest, dans les Pyrénées-Atlantiques, mais au-delà aussi. Et donc, est-ce que Betaram était un établissement très particulier ou un des établissements dans lesquels des faits de violence étaient à l'époque et qu'à l'époque évoqués? Je vais prendre la parole. Je suis d'une famille, la moitié de ma famille vient de Pau, mais moi j'ai grandi ailleurs. J'ai grandi en région lyonnaise. J'ai travaillé en région toulousaine. Je crois que c'est la première fois que j'ai entendu parler de Betaram. Puis à Bordeaux, où j'ai à nouveau entendu parler de Betaram. Et quand je suis arrivé à Pau en 2018, je vous avoue que je ne peux pas répondre précisément à votre question. Je ne me souviens pas qui m'a dit quoi, mais j'ai entendu à plusieurs reprises. Voilà, une affaire de réputation quand on parlait de donc l'expression cité passage tir à Betaram. Je l'ai lu, je l'ai entendu à plusieurs reprises. J'ai souvenir d'avoir eu un témoignage de quelqu'un des Hautes-Pyrénées, donc qui était passé par Garaison, par Notre-Dame de Garaison, qui avait également évoqué Betaram. Et voilà, je suis là en tant que journaliste, mais je suis également un père de famille et puis un fils et un citoyen globalement, tout simplement. Et je vais juste vous raconter un élément qui va permettre de raisonner avec la question qui m'a été formulée. C'est quand voilà, j'ai toujours eu dans ma famille des rumeurs, c'est pas seulement des rumeurs, mais bon, des vents de violences sexuelles sur la génération précédente. Donc très concrètement mon père et ses frères, les Palois. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé quand l'affaire Betaram a éclaté, c'est est-ce que mon père et ses frères y étaient passés? Donc j'appelle mon père et je lui demande qui est passé. Pour moi, c'était une évidence. Eh bien non. Donc ils étaient quatre frères, nés dans les années 40. Les 4 ont été victimes de violences sexuelles à des niveaux plus ou moins graves. Les 4 dans les Pyrénées-Atlantiques et aucun qui soit passé par Betaram. Certains étaient à Bayonne, d'autres à Pau, dans d'autres établissements sur lesquels il y a déjà des articles qui ont été faits. Je pense que Betaram représentait, voilà, mes oncles que j'ai interrogés sur la question, me disaient de manière un peu, même très ironique, Betaram, c'était le sommet. Merci. Oui, Madame Lopez. Betaram, effectivement, on sait que c'est un établissement de redressement, d'éducation à la dure. J'ai des camarades de classe qui sont passés, qui parlaient de la violence physique. Ça, je pense qu'à minima, pour répondre à qui savait, tout le monde savait qu'au moins, il y avait de la violence physique. Après, on ne savait pas forcément jusqu'où allait cette violence physique, puisqu'elle est aujourd'hui, il y a même des témoignages de torture assez récemment qu'on a pu obtenir. Donc ça va très loin, on est sur de la maltraitance quotidienne, etc., des abus sexuels, mais je crois que ce qu'il faut dire à Betaram, ce qu'il y a de particulier à Betaram, c'est d'abord, si vous êtes allé là-bas, vous avez vu le lieu, niché entre la montagne, le Gave de Pau, on est à 8 km de Lourdes,
C'est un lieu qui est sacré, en fait, pour beaucoup de personnes, parce que le fondateur a été canonisé. Donc, en fait, on ne touche pas à Betaram encore aujourd'hui. Journaliste, vous allez interroger des habitants de l'Est El Betaram. Soit ils ne veulent pas vous répondre, soit la presse exagère. Quand on leur dit, mais quand même, il y a des faits qui sont parus dans la presse, c'est grave. Non, c'est des gens qui veulent faire leur intéressant. Betaram, j'y suis allée. Betaram a formé énormément d'enfants, de notables de la région. Donc, encore aujourd'hui, on sent un blocage clairement sur Betaram. Et je pense qu'il y a eu, en plus, pour revenir sur le côté, ce que disait mon confrère de Mediapart, à Betaram, on est sur un système de pédocriminalité organisée où il y avait des connivences entre des religieux, entre des laïcs. Ça, moi, j'ai pu le recroiser, le recouper. J'ai interrogé une cinquantaine de victimes. J'ai vu des plaintes qui se recoupent. C'est ce qui est assez effarant. C'est-à-dire des gens qui sont nés à des périodes différentes, qui ont été scolarisés à des moments différents, qui ne se connaissent pas. Ils racontent au détail près les mêmes process, la même terreur, ce qu'ils ont vécu, la fameuse punition du Perron. Tout est vraiment... donc en fait, on est sur plusieurs décennies, plus d'un demi-siècle. Donc c'est quelque chose de très installé. Et donc il y avait ce système de silence à l'intérieur. Donc tout était bien organisé pour maintenir ce système de silence. Les prêtres recrutaient même des petites mains parmi les lycéens pour faire régner l'ordre dans les dortoirs. En échange de quoi ils les laissaient fumer, consommer de l'alcool dans leur chambre, on les laissait tranquilles. Ces enfants qui avaient été brutalisés à un moment donné devenaient eux-mêmes agresseurs. Donc silence à l'intérieur, silence à l'extérieur, avec ce que je vous expliquais, avec un microcosme qui a favorisé cette omerta pendant des années. Voilà, qui à plusieurs niveaux, même des familles qui mettaient leurs enfants, qui savaient que leurs enfants étaient frappés. Monsieur Perrotin ? Oui, alors je partage évidemment ce qui a été dit sur l'omerta et le caractère systémique. Je voudrais insister sur un point. C'est que lorsqu'on dit « tout le monde savait », on l'utilise aussi et on le constate dans beaucoup d'affaires, notamment de violences sexuelles systémiques. En revanche, je trouve qu'il y a une particularité dans le dossier Betaram, c'est que lorsqu'on parle de « tout le monde savait », il y a ce qui était un peu de notoriété publique. Si tu travailles mal à l'école, je vais t'envoyer à Betaram, et puis il y a ce qui se passe à l'intérieur. Mais quand on dit tout le monde savait, il y a des gens qui savaient véritablement, qui étaient au courant, alertés de faits précis. On pourra y revenir. Mais il y a 3 points d'alerte sur cette époque. D'abord, la presse. C'est-à-dire que quand on regarde une époque cruciale, comme disait mon collègue Antoine, fin des années 90, dans la presse, on sait que ces violences, ces sévices sont d'une extrême violence et elles semblent systémiques ou en tout cas d'une ampleur très importante et à questionner. On en veut pour preuve, si on lit la presse locale et nationale, j'insiste sur l'aspect national de la presse, en 96, on constate qu'il y a un décompte repris dans la presse. On dénombre, en tout cas la presse de l'époque, au moins 4 élèves à Notre-Dame de Betaram qui ont eu par les coups de surveillants, le tympan perforé. C'est quelque chose, et je tiens à le dire, parce que parfois on pourrait avoir l'impression qu'on parle du Moyen-Âge ou des années 50. Dans les années fin 90-2000, c'est quelque chose qui, dans la norme, est absolument inacceptable. Pour avoir fait, moi, ma scolarité dans ces années-là, si jamais j'avais eu connaissance d'un camarade de classe au tympan perforé, ça susciterait au moins quelques alertes et quelques questionnements. La presse, elle raconte évidemment beaucoup de choses, puisqu'on le sait, on pourrait y revenir, mais ce moment clé où vous avez un surveillant qui est mis en cause en justice et qui sera par la suite condamné, vous avez justement des enquêtes journalistiques qui racontent l'ampleur de ces violences, avec des témoignages de parents qui racontent avoir déscolarisé leur enfant tellement le cadre était violent. Vous avez plusieurs mentions de surveillants qui ont été, dont des plaintes qui ont été déposées et classées sans suite, et j'en passe. 98, sur l'aspect des violences sexuelles, vous avez aussi un récit médiatique que personne ne peut ignorer, puisque ça traverse le mur des JT, des journaux télévisés nationaux. Ensuite, vous avez les responsables politiques. Nous, on a fait un travail avec les archives, avec nos sources et les signalements.
on a constaté quelque chose c'est là où je dis qu'il y a quelque chose vraiment de spécifique pour l'affaire Betaram, c'est que les alertes, elles sont régulières, constantes, au moins entre 1993 et, j'allais dire, 2025. Puisqu'on a découvert au travers de vos auditions que la SIAZ, par exemple, avait fait un signalement en 2019. On a découvert que des signalements ont eu lieu en 2024. Et nous, on s'était arrêté dans notre décompte à plus de 12 signalements jusqu'en 2013. Ces signalements, très concrètement, et on pourrait y revenir, François Bayrou, maire de Pau, président du Conseil général qui est alerté directement, c'est un rectorat qui est alerté, c'est un ministre de l'Éducation, c'est les ministres successifs, c'est-à-dire qu'en 98, dans l'affaire Caracar, vous avez des ministres à l'époque du gouvernement socialiste qui sont aussi alertés de faits très précis. Et enfin, vous avez la justice. La justice, c'est là où moi j'ai du mal avec cette notion de libération de la parole. Évidemment que la parole se libère, évidemment qu'au travers de tous ces collectifs, la parole se libère, mais elle sait aussi, il y a des gens qui parlent pour la première fois aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui ont parlé à l'époque. Quand je dis qu'on a recensé 12 signalements, vous avez des plaintes qui ont été déposées, qui ont été classées, vous avez des plaintes ou des signalements qui ont été enterrés. Donc, quand on dit tout le monde savait, c'est très concret. Madame la rapporteure. Oui, merci de ces témoignages et en particulier, Monsieur Blaise, merci de ce décalage sur un témoignage personnel. On ressent aussi beaucoup, pour ceux qui connaissaient cette région, l'implication sur tout ce qu'ont pu vivre ou entendre certains d'entre vous sur des camarades, des anciens camarades, quand on est de cette région-là, parce que on a beaucoup entendu dans les témoignages le sujet de la réputation des établissements, mais aussi la réputation du Béarn aujourd'hui, qui est salie par ces faits. Et on l'a, nous, fortement ressenti avec mon collègue co-rapporteur Paul Vanier en allant sur place. Et donc, on doit tous être très attentifs et très exigeants à nous dans cette commission d'enquête et vous en tant que journaliste sur les faits que vous rapportez. Ce sujet de tout le monde savait et du début de vos enquêtes qui ont été évoquées nous amène donc au sujet des relations avec ces institutions. Vous avez évoqué des signalements. Alors, quand on dit signalement, naturellement, nous, on penserait signalement à la justice, mais vous avez commencé, Monsieur Perrotin, par dire il y a aussi le politique, et vous avez parlé de signalement. Ça veut dire qu'il y a aussi des signalements par des courriers de parents à des responsables politiques, des maires, des présidents de département. Quand je dis au pluriel aussi, c'est parce que dans l'affaire de Riomont, que je connais assez bien également, on retrouve tout à fait ce sujet systémique avec aussi les responsables institutionnels de l'époque. Donc, vous parlez de signalements, d'institutions qui ont été au courant de ces signalements tout au long des années, de 93 au moins jusqu'à aujourd'hui. Donc, la question que je vais vous poser à tous les quatre, c'est comment les institutions concernées ont-elles réagi dès le début de vos questionnements et de vos approches pour obtenir des réponses à vos questions, donc rectorat, ministère, instance de l'enseignement catholique. Et la deuxième question qui va avec, c'est est-ce que depuis le début de vos enquêtes, vous avez reçu des pressions directes de ces institutions et pouvez-vous nous les décrire précisément? Merci. Monsieur Blaise, vous voulez commencer? Oui, la réaction qui a été celle des institutions concernées, je dirais qu'il n'y a pas eu de réaction, c'est-à-dire que nous, on les a sollicités. Ça a été compliqué, mais ça, c'est pas nouveau. On est habitué à ce que on ait une réponse. Je me souviens pas parce que c'était pas moi qui avais fait cet article en question, mais moi j'ai fait la première enquête sur le fameux surveillant. Et donc à ce moment-là, moi j'interroge toutes les parties prenantes. J'ai une collègue, Claire Baudin, qui a des témoignages très précis. Donc moi j'arrive à des témoignages très précis visant cette personne. On sait qu'il y a une procédure judiciaire. Et donc on va interroger l'établissement d'abord, qui me dit, donc le directeur de l'établissement, qui me dit je n'ai aucun élément à ce sujet. Alors j'ai appris par la suite que Alain Esquer était venu 2 jours plus tôt avec son paquet de plaintes se proposer
de parler avec lui et il avait refusé tout échange. Moi, il a accepté de me recevoir. Et je lui ai demandé est-ce que cet homme est toujours en place. Il m'a dit oui. J'ai dit est-ce qu'il va rester en place Et il me dit texto, je n'ai aucun élément permettant de... Il finit pas sa phrase, mais de le virer, très clairement. On fait des demandes au rectorat au DAZEN, qui renvoie vers le rectorat et nous là clairement c'était une info chaude, donc nous on n'a pas attendu et on n'a pas eu de réponse d'ailleurs à ce moment-là, je me souviens bien. À ce moment-là on n'a pas encore sollicité la congrégation, mais on a cherché à voir le diocèse. On a mis un peu de temps avant de comprendre l'organigramme qui est toujours pas très très clair. Je ne sais pas si vous voyez plus clair que nous, mais c'est facile parfois de dire que c'est la responsabilité de l'autre quand les responsabilités sont croisées, y compris entre Rome, Bayonne et Bétharram. Et donc on n'a pas eu de réponse du diocèse qui a communiqué une fois que l'affaire judiciaire a été vraiment éclaté au grand jour. Donc on était le 13 février 2024. Le 14, le fameux surveillant a été suspendu. Donc il faut croire qu'ils ont trouvé de quoi le suspendre. Dans mon souvenir, Monseigneur Hayet a communiqué via un communiqué de presse toute sa compassion à l'endroit des victimes. Je crois que c'était peut-être quelques jours plus tard ou une semaine plus tard. Et ce sera, à mon souvenir, sa seule communication jusqu'à cette année. Oui, allez-y. Alors, aucune pression. En revanche, il y a eu pas mal de refus de communiquer ou bien beaucoup d'instances ont ramené les faits à un passé révolu. Ça a limité, par exemple, le rectorat m'a répondu une réponse un peu toute faite, je l'ai même sous les yeux, l'Académie de Bordeaux procède à des contrôles sur les établissements privés sous contrat, sur la base du respect des exigences pédagogiques, etc. etc. Les faits évoqués remontent aux années 70 à 90, alors qu'on sait déjà que non, c'est pas le cas. En tout cas, ça a été une réponse, voilà. Pas plus de communication, refus d'interviews filmées. La congrégation j'essaye de rentrer en contact avec elle très tôt, rien en fait. Rien avant un de mes articles qui déplaît au vicaire général en poste et qui là me répond par mail mais non, nous nous exprimons, sauf qu'il ne s'était pas exprimé. Eux, ils ont décidé de communiquer pour la première fois, plusieurs mois après les dépôts de plainte, le 6 septembre 2024 via l'AFP. Donc voilà, entendant l'amant victime, c'est affreux ce qui s'est passé, mais toujours en limitant dans le temps entre les années 70 et 90. Voilà, toujours... on a toujours un petit peu ce sentiment. Le diocèse de Bayonne ne m'a jamais répondu. Le diocèse de Tarbes, oui, mais bon, en me disant que de toute façon, la congrégation dépend du Vatican directement. Le Vatican ne m'a jamais... Il y a un mail de contact, pas de réponse, évidemment. Donc ça a été quand même un peu compliqué de ce point de vue-là. J'ai sollicité à 10 reprises François Bayrou, qui était maire de Pau à ce moment-là, entre mai et septembre 2024, pour lui demander, déjà en tant que maire de Pau, c'est une institution du Béarn, je ne vais pas vous refaire, il a été ministre de l'Éducation nationale, etc., président du département, député, père de famille, parent d'élèves plutôt, il a des enfants qui ont été scolarisés, donc tout ça je l'ai écrit. Il a été également sollicité par un des plus anciens plaignants qui lui a écrit une lettre le 16 mars avec accusé de réception. Donc ce monsieur a reçu le récépissé mais jamais de réponse de la part du maire de Pau. Et en fait, on m'a juste fait une réponse en octobre, non, il n'y aura pas d'interview.
C'est tout. On a sollicité également récemment Elisabeth Bayrou, qui enseignait la catéchèse en 1995-96, qui nous a dit exactement, donc là, elle nous a répondu « Je ne suis pas intéressée », je cite. Donc voilà, quand même, un peu de difficulté à avancer sur ce point-là. Pas de pression à proprement parler. Monsieur Rouget, allez-y. Nous, ce qu'on a vécu, c'est exactement comme nos consoeurs et confrères de la presse régionale. C'est le parallèle aussi avec les autres affaires de pédocriminalité dans l'Église, etc. C'est un refus d'introspection et de communication et de transparence des institutions qui n'ont, dans cette affaire-là, réagi que lorsqu'elles étaient au pied du mur et simplement avec un seul enjeu qui est celui de la préservation de leur propre réputation institutionnelle ou voire individuelle. Parce qu'à la tête de ces institutions, encore une fois, il y a des responsables. Le diocèse de Bayonne est représenté par un évêque qui est le seul évêque, et vous le savez sans doute, à avoir refusé d'ouvrir ses archives à la commission Sauvé, et il refuse toujours de le faire. C'est un évêque que nous avons mis en cause dans les colonnes de Mediapart pour avoir maintenu au contact d'enfants mineurs un des religieux du diocèse qui était mis en cause pour des faits d'agression sexuelle sur des enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a été aussi notre interrogation ensuite, c'était d'essayer de comprendre pourquoi il y avait ce refus d'introspection. Quand nous avons contacté François Bayrou lorsqu'il était à Matignon, le 29 janvier 2025, nous lui avons laissé un délai de 8 jours parce qu'on imagine bien qu'il avait d'autres sujets à traiter, mais on lui a dit exactement cela. Vous êtes l'élu le plus important, le plus puissant du Béarn. Cette affaire est sur la place publique depuis maintenant 1 an. Il y a eu de nombreuses alertes dans les années 90. Vous étiez alors déjà en responsabilité. Votre silence nous interroge. Et nous lui avons listé dans une quinzaine de questions que nous tenons à la disposition de votre commission si vous le souhaitez, l'ensemble des faits et des documents que nous avions pu récolter au cours de notre enquête. Il n'y avait pas de surprise au moment où il a répondu ensuite devant la représentation nationale. Nous lui avons mis l'ensemble des éléments à sa disposition pour qu'il puisse, en transparence, et moi j'ose le dire à titre personnel, je ne sais pas si c'est partagé par David, mais j'avais une forme d'espoir de mea culpa public. Non, peut-être qu'à l'époque, je n'ai pas vu, je n'ai pas su interpréter les alertes qui étaient pourtant à ma disposition. Et on a constaté qu'il n'était absolument pas dans ces dispositions-là, pas du tout dans une démarche de transparence, d'introspection et de réflexion finalement vis-à-vis de ce qui s'était passé. Et notre interprétation aujourd'hui, c'est qu'en fait, à travers lui, en fait, on voit toutes les composantes de la culture du déni qui expliquent ce qui s'est passé à Notre-Dame de Bétharram. Le déni dans la sphère religieuse, on en a suffisamment parlé au niveau du diocèse et aussi de ce qui s'est passé au sein de l'Église catholique avec la figure du prêtre qu'on ne peut pas attaquer, etc., qu'on n'ose pas attaquer par ailleurs ou dont on n'ose pas croire qu'il ait pu commettre les pires méfaits. Le déni de la sphère familiale, on entend encore aujourd'hui François Bayrou dire au conseil municipal de Pau lundi dernier: si j'avais eu le moindre soupçon, je n'aurais pas mis mes enfants, je n'aurais pas scolarisé mes enfants dans Notre-Dame de Bétharram. Et tous les spécialistes qui travaillent sur ces questions-là savent très bien que c'est pas dans la sphère familiale que ce type de témoignage peut émerger le plus facilement. Et donc on voit bien qu'il est aussi à ce niveau-là dans une culture imprégnée de cette culture du déni. C'est le déni des notabilités locales, de la protection locale, de l'environnement autour de Notre-Dame de Bétharram, avec des amitiés très fortes, avec l'avocat de Notre-Dame de Bétharram, qui était Serge Legrand, lui-même engagé en politique aux côtés de François Bayrou. Il y a tout cet écosystème-là
qui explique ce déni. Et c'est enfin le déni institutionnel jusqu'à la tête du ministère de l'Éducation nationale, où malgré les publications de presse, malgré les alertes d'une enseignante, malgré les protestations de certains parents, eh bien, on ne veut pas voir, on ne veut pas croire. Et donc c'est pour ça que le questionnement que nous avons eu autour de l'attitude de François Bayrou, pour nous, il nous paraît majeur au-delà de sa personne. C'est ce qui le reflète dans toutes les composantes de la culture du déni. Allez-y, monsieur le rapporteur. Sur les pressions, peut-être. Oui, je voudrais juste ajouter un point sur les pressions, parce qu'elles ne me paraissent pas à minimiser. Lorsque François Bayrou prend la parole devant la représentation nationale et annonce une plainte pour diffamation. La première chose, c'est que nous, on l'a questionné à plus de 5 reprises pour savoir si cette plainte avait été déposée et contre qui. On imaginait à l'époque que c'était contre Mediapart. Le Premier ministre ou son cabinet n'ont jamais voulu nous répondre. Mais cette plainte-là, annoncée à l'Assemblée nationale, reprise partout dans la presse, c'est une pression. C'est une pression sur nos sources, dans un climat qui était assez tendu. On a des personnes qui nous ont expliqué qu'elles ne craignaient de parler puisque elles imaginaient la place du Premier ministre, à la fois local et à la fois en tant que Premier ministre, et que c'était pas un sujet facile. On a le père d'une première victime qui nous a dit surtout vous ne mettez pas mon nom, je ne veux pas avoir de problème. Lorsque le Premier ministre annonce cette plainte, à la fois c'est une pression sur la presse locale et sur la presse indépendante locale, parce que ça peut effrayer. Il faut les rédactions qui ont l'habitude de ces plaintes connaissent. Il faut de l'argent, il faut une structure, il faut un cabinet d'avocats. C'est du temps pour les journalistes. Et donc, quand on est moins capé à ce niveau-là, au niveau de la presse, on peut facilement être effrayé et facilement se dire qu'on ne va pas aller sur ce terrain-là, on ne va pas aller enquêter parce que c'est une pression. J'ajoute que cette plainte-là, c'est aussi un narratif qui a servi évidemment le Premier ministre pour mentir et se couvrir par la suite, mais c'est un narratif qui sert aussi à discréditer la presse. C'est-à-dire que les articles qu'on a à l'issue de ces questions au gouvernement, c'est de dire Mediapart accuse, le Premier ministre dément. C'était un moment assez inédit, c'est-à-dire qu'on est quand même dans des révélations documentées, c'est-à-dire que tout était là. Autant il peut y avoir des enquêtes journalistiques très pointues avec des sources, des documents cachés, etc. Là, c'était quand même, ça rejoint ce que je disais en préambule, sur la place publique et en tout cas dans les archives. Donc là, on a eu une sorte de bras de fer entre Mediapart, qui serait téléguidé par la gauche, par LFI, etc., et le Premier ministre. Et qui a été suivi par la ministre de l'Éducation, qui, je pense que c'est à souligner, a passé d'abord les premiers temps à dénigrer nos révélations, à considérer qu'elle n'avait pas à répondre en tant que ministre de l'Éducation sur le sujet. Elle l'a dit dans cette enceinte le 12 février en disant qu'elle n'était pas ministre de la Justice, que donc ce sujet ne la concernait pas. Et elle a dénigré nos révélations en disant on sait ce que fait Mediapart. Moi, je pense à la fois pour, évidemment, notre structure, c'est gênant parce que c'est une tentative de discrédit. Et on a fait une trentaine d'articles aujourd'hui. On assume et on ne retirait pas une ligne. Rien de ce qui a été publié, aujourd'hui on a une trentaine d'articles, rien n'est inexact. Il n'y a pas une erreur dans Mediapart. Et la deuxième chose, c'est que ce discrédit qui est devenu habituel de certains responsables politiques de dire on n'est pas d'accord avec vos révélations, on se fiche de savoir si elles sont vraies ou pas, on dénonce, on annonce une plainte en diffamation. C'est une perte de confiance, c'est taper sur des institutions, des contre-pouvoirs, que ce soit, on a l'habitude aujourd'hui sur la justice, sur la presse, etc. Mais il y a un enjeu démocratique à ne pas accepter ça, parce qu'on parle tous les jours de la perte de confiance du citoyen et de comment rétablir la confiance en la presse, en la justice, en la politique, etc. Et ça participe de ça, et quand c'est le Premier ministre qui fait ça dans une enceinte parlementaire, c'est d'autant plus gênant. Monsieur le rapporteur, allez-y. Merci Madame la Présidente. Je remonte un tout petit peu. Vous nous avez donc confirmé que tout le monde savait. Et vous nous avez expliqué ce que les gens savaient depuis longtemps. Pourtant, un homme, c'est le Premier ministre de la France, François Bayrou, a déclaré le 11 février 2025 à l'Assemblée nationale, je le cite, « Je n'ai jamais été informé de quelconque violence que ce soit, a fortiori de violence sexuelle », dit-il. À cette date-là, son rapport au fait de violence à Betaram a ensuite évolué. Il dira pas informé à l'époque, puis il dira ne pas avoir été informé de faits de violence sexuelle avant, y compris de reconnaître avoir rencontré un juge en 1998 qui l'aurait informé de ces éléments. Dans le cadre de votre
travail de journaliste, avez-vous recueilli des éléments, des informations qui confirmeraient ou infirmeraient cette affirmation du Premier ministre, donc tenue le 11 février 2025 à l'Assemblée nationale? Monsieur Blaise. Je vais répondre rapidement. Moi, non pas personnellement, mais ça avait été écrit, même avant Mediapart, nos confrères de la République des Pyrénées avaient réalisé une interview du juge Mirande. Dans mon souvenir, je crois que c'était au mois d'avril 2024, avril ou mai 2024, qui racontait la même chose, c'est-à-dire cette fameuse rencontre. Et dans mon souvenir, il y avait également une réponse de François Bayrou à l'époque. Alors, il y a je vais essayer de faire court, mais par rapport à cette phrase « je n'ai jamais été alerté de violence et a fortiori de violence sexuelle », nous, justement, c'était le sens de nos révélations, puisque les éléments sur Betaram avaient été révélés par la presse, et des éléments, nous, en fait, on a constaté que les démentis de François Bayrou, les quelques démentis, lorsqu'il était interrogé sur son lien, s'il savait ou pas, dans la presse, donc il y a eu Le Point, Le Parisien, La République des Pyrénées, on a compris que ces démentis dessinaient un mensonge. Lorsqu'on parle de mensonge, il ne s'agit pas de dire comme ça pour se payer un responsable politique qu'il a menti. Là où on pense qu'il a menti, c'est qu'il y a des témoignages, donc le témoignage du juge Mirande qui explique à plusieurs reprises et dans un récit tout à fait cohérent et constant qu'il l'a rencontré pour parler exclusivement et spécifiquement de ce dossier de viol sur mineur du père Carrécart. Mais vous avez aussi des documents, c'est-à-dire que sur les violences physiques en 96, Mediapart révèle cette archive de mai 96 où il se rend dans l'établissement pour non pas seulement montrer qu'il est alerté des violences physiques, mais pour défendre l'établissement mis en cause à ce moment-là, dans la presse, etc., ce que je montrais. On a des témoignages, notamment on a retrouvé une journaliste de l'époque et elle nous a transmis ses notes de l'époque qui évoquent 2 courriers envoyés à François Bayrou pour l'alerter des violences à Betaram. Je ne vais pas lister tous les éléments parce qu'ils sont dans l'article, mais le niveau d'information de François Bayrou est très élevé, c'est-à-dire qu'il était alerté sur des faits très précis de violences physiques et de violences sexuelles. Et il n'était pas qu'alerté, il était impliqué. Quand je parle d'implication, c'est-à-dire que quand on se rend dans un établissement pour le défendre, quand on dit avoir commandé un rapport, et que soit on ne le lit pas, puisque ce rapport valide la question des violences, c'est-à-dire qu'il acte quand même par un recteur qu'un élève a effectivement eu le tympan perforé, puisque c'est de ça dont il s'agissait à l'époque. Il y a une implication, et quand on rencontre et qu'on souhaite rencontrer un juge d'instruction, pourtant soumis au secret de l'instruction, il y a une démarche totalement active pour prendre connaissance du sujet, et après, il y a une passivité et une inertie totale. Je me permets, pour être bien précis, quant au fait affirmer que François Bayrou a menti devant la représentation nationale, ce n'est pas une opinion, ce n'est même pas une conviction, c'est un fait. Je vais juste vous lire donc, une archive du 5 mai 1996, qui n'est pas de Mediapart, qui est de Sud-Ouest, dimanche, où donc la fameuse visite de François Bayrou est évoquée à Betaram pendant une enquête judiciaire qui va déboucher sur la condamnation du surveillant général de cet établissement. Et François Bayrou, donc après une inspection dont on a compris ensuite qu'elle était là simplement pour blanchir l'établissement, dit « Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques, au pluriel », donc ce n'est pas l'attaque d'un professeur, d'un parent d'élève, ces attaques, au pluriel, donc il est au courant qu'il y a un climat de dénonciation au pluriel, parce qu'on sait que dans ces années-là, il y avait aussi une professeure qui dit lui avoir écrit. Donc ces attaques ont été ressenties avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. Le mot injustice est intéressant pendant une enquête judiciaire, laquelle va déboucher 1 mois plus tard sur la condamnation. Donc l'injustice, elle serait plutôt du côté quand même de la victime. Toutes les informations que le ministre pouvait demander, le ministre parlant de lui, donc à la 3e personne, il les a demandées. Toutes les vérifications au pluriel ont été favorables et positives, le reste suit son cours. Cette même personne qui s'exprime ainsi dans Sud-Ouest le 5 mai 1996
dit en 2025, en février 2025, qu'elle n'a jamais été informée de la moindre alerte sur des violences au sein de Notre-Dame de Bétharam. Je vous remercie. Madame Spilbou. Dans le narratif que vous deux, donc journalistes de Mediapart, avez relaté là, vous avez plusieurs fois évoqué le sujet de la connaissance de violence. Donc on parle beaucoup à Bétharam de violence physique. Et Monsieur Perrotin, vous avez utilisé le mot violence sexuelle. Et donc, est-ce que vous pourriez préciser dans l'ensemble des témoignages que vous avez reçus et dans les informations qui auraient été transmises à des pouvoirs publics, de quelle nature de violence sexuelle vous avez eu les éléments et les faits? Parce que très très souvent, on revient au sujet du tympan brisé, qui est une violence du tympan percé, qui est une violence physique extrêmement grave. Et vous avez très justement rappelé que dans les années 90, c'était absolument pas courant de donner une gifle sur le visage d'un enfant et absolument pas acceptable. On n'est pas effectivement au début du siècle. Et donc c'est important aussi de ne pas excuser ce sujet-là dans un contexte qu'on décrirait comme naturellement violent. Mais voilà, je pense que comme vous êtes le seul qui avait vraiment utilisé ce mot avoir connaissance de violence sexuelle, je pense que c'est important qu'on soit, nous, bien informés des précisions. Une petite précision sur la question, c'est vous souhaitez savoir que je détaille ce qu'on savait de violence sexuelle ou sur les alertes plus haut, d'accord. Alors, d'abord, il y a le dossier Carré-Quart, si je puis dire. Donc, ce prêtre ancien directeur de Notre-Dame de Bétharam mis en examen en 98. Dans cette affaire, très précisément, on parle de viol sur mineurs. Donc, peut-être pas, je pense qu'on a lu l'histoire dans la presse, mais voilà, il s'agit de viols qui ont été détaillés dans la presse. Nous, Mediapart, on avait publié le témoignage d'une des victimes qui avait été entendue à l'époque. Après, dans ce même dossier Carré-Quart, en fait, l'enquête du juge d'instruction, le juge Mirande, a entendu plusieurs élèves de l'établissement de Bétharam qui ont aussi évoqué des violences sexuelles. Alors, pour certains, c'était sur le père Carré-Quart, mais c'était, par exemple, on en a parlé, des violences qui visaient Damien S., un surveillant qu'on connaît puisqu'il a été mis en cause, enfin, il a pu rester dans l'établissement malgré ses alertes, et il a été placé en garde à vue récemment, mais tous les faits sont prescrits. Là où je dis qu'il y a une question de signalement et d'alerte qui pose question, c'est qu'en 98, dans le dossier Carré-Quart, le juge Mirande et d'autres entendent des élèves qui évoquent des accusations visant Damien S. et non pas que le père Carré-Quart. Pour autant, aucune suite ne sera donnée. Et donc, ce surveillant-là, on le retrouvera aujourd'hui en garde à vue, mais qui n'aura a priori pas de compte à rendre à la justice, puisque les faits sont prescrits. On a eu, nous, à Mediapart, voilà, on a des courriers qui ont été de parents qui ont été envoyés pour évoquer des violences sexuelles. On a des signalements. Il y a ce qu'avait dit notamment le parquet de Pau qui avait confirmé, c'est-à-dire qu'il avait évoqué une plainte en 2005 pour des faits de violences sexuelles, d'agressions sexuelles, et entre 2011 et 2013, un ancien élève qui a dénoncé des faits de viol et d'agression sexuelle. Donc, Bétharam, c'est effectivement beaucoup de violences physiques, mais les violences sexuelles, elles ont été signalées et alertées de manière très précise et dans le temps. C'est-à-dire quand on dit entre 1993 et 2013, et je peux ajouter jusqu'à 2024, puisqu'il y a ce signalement de 2019 et ces violences signalées en 2024, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, c'est aussi une affaire de violence sexuelle dans le temps. Je vais juste amener une précision sur l'événement de 2000. La plainte d'un des élèves qui vise le surveillant, le seul qui est susceptible d'être aujourd'hui jugé, donc qui est actuellement en détention provisoire. La plainte est déposée en 2000, je crois pour des faits quelques années auparavant, mais là elle est actuellement traitée. Donc. Mais à cette époque-là, la personne dont on a eu le témoignage, la victime, qui habitait sur Bayonne, est bien interrogée par la gendarmerie
et est confronté à son agresseur. Et la plainte finit classée sans suite, parce que comme souvent dans les cas de violences sexuelles jusqu'à présent, c'est parole contre parole et on ne va pas plus loin. Évidemment, il n'y a pas de preuves. Évidemment, on ne va pas chercher les autres élèves du dortoir en question. Et évidemment, un gamin, même si c'était plus un gamin, puisqu'il était majeur, je crois, au moment où il a été confronté. Mais bon, jeune majeur, face à quelqu'un qui potentiellement... Alors, comme c'est une enquête en cours, on ne va pas donner trop d'éléments. Non, voilà. D'accord, très bien. Restons-en là. Très bien, merci beaucoup. Des questions Oui, allez-y, bien sûr, monsieur le rapporteur. J'ai une dernière question, elle est plus précisément pour vous, monsieur Perrotin et monsieur Rouget, parce qu'elle porte sur un article que vous avez publié le 19 février 2024 et qui nous renvoie à cette année, à cette décennie 90, peut-être au début, à l'année 93. Et la question est importante pour bien comprendre le déroulé des événements, mais je crois qu'elle est aussi importante pour la commission d'enquête et pour nous comme co-rapporteurs, parce que dans cet article, vous faites état d'un courrier que le père Caricart, qui est à l'époque à la tête de l'établissement Bétarame, adresse à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, un courrier dans lequel le père Caricart demande que la préfecture, que l'État concourt à l'indemnisation d'une victime, un enfant déjà qui a reçu le coup d'un surveillant et qui peut-être est le premier à avoir perdu l'audition. Et je vous pose cette question parce que donc, vous évoquez ce courrier. Ma question est assez directe. Est-ce que vous en disposez de ce courrier? Parce que nous sommes, Violette Spielbout et moi-même, nous sommes rendus à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques il y a quelques jours pour y exercer nos pouvoirs de contrôle sur place et sur pièce. Et nous avons demandé ce courrier de façon précise. Un courrier du père Caricart en 1993 adressé à la préfecture portant sur la question de l'indemnisation. Et on nous a indiqué, même si peut-être que les services de la préfecture continuent à fouiller leurs archives et qu'on nous transmettra dans les heures ou les jours qui viennent ce courrier, qu'il n'existait pas ou qu'il était introuvable. À la fois le courrier du père Caricart et l'éventuelle réponse du préfet ou des services de la préfecture au père Caricart. Je vous demande donc, est-ce que vous en disposez? Et je veux insister sur l'importance de votre réponse, que je vais découvrir, parce que nous faisons des contrôles, nous nous rendons dans un certain nombre d'institutions, les portes nous sont ouvertes. On répond à nos questions, nous demandons des documents, on nous en donne une partie, on nous dit que d'autres ne sont pas disponibles, que d'autres auraient disparu, mais évidemment, nous n'avons pas non plus les moyens de vérifier l'entièreté des éléments qu'on nous présente à propos de documents manquants. Donc, disposez-vous de ce courrier. Monsieur Rouget, allez-y. Nous pouvons vous rassurer sur 2 points. C'est que quand Mediapart affirme qu'un courrier existe, nous le disposons, et donc ce courrier existe bien. Cette information est évidemment sourcée, documentée. Pour aller plus loin sur votre questionnement, avant la publication de cet article, nous avons interrogé la préfecture des Pyrénées-Atlantiques sur un point qui nous semble fondamental et une question à laquelle nous n'avons pas de réponse à ce jour, c'est est-ce que la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de l'époque, a donné droit à cette demande que nous avons qualifiée de farfelue quand même de Notre-Dame de Bétarame, condamnée pour des violences à indemniser une victime, qui demande au nom du contrat d'association qui le lie à l'État d'une participation de l'État. Nous n'avons pas eu de réponse de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, non pas nous avons eu des échanges, mais qui n'ont débouché sur aucune réponse précise. Encore une fois, la semaine dernière, le service presse de la préfecture nous indiquait qu'il était en train de poursuivre des investigations visant à savoir si il avait été donné donc suite à la demande formulée par Notre-Dame de Bétarame à l'époque. Le préfet qui était en fonction est décédé. Nous avons donc tous les documents qui prouvent que la demande a bien été effectuée par Notre-Dame de Bétarame, réceptionnée par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, mais nous n'avons pas la suite, les éléments de suite qui ont été la décision qui a été prise par le préfet de l'époque. Nous pouvons voir dans la mesure de la protection de nos sources
si votre commission ne parvient pas auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à vous transmettre l'ensemble des éléments permettant de confirmer que ce que nous avons écrit est parfaitement exact. Nous vous remercions. Alors, nous allons passer aux questions des députés. Nous avons Marie Mesmer. Merci Madame la Présidente, merci à vous quatre d'être ici et de nous livrer tout ça. J'ai deux questions précises pour vous. La première, c'est que, comme vous le savez, en France, tout adulte est obligé de signaler des faits de violence physique ou sexuelle au procureur de la République ou à toute autorité en charge. Mais parmi ces adultes, il y en a qui sont encore plus responsables de la protection de l'enfance. Il s'agit des présidents de département qui sont à la fois chefs de file de la protection de l'enfance et pénalement responsables si jamais il y a des faits de maltraitance en protection de l'enfance sur leur département. Nous avons parlé de François Bayrou, qui était président du département du coup, de l'endroit où se situe l'école Bétarame. Auprès du président de département, il y a aussi deux niveaux de direction. La direction enfance et famille, donc on l'appelle comme ça aujourd'hui, mais en 92, elle existait déjà. Et il y a un ou une élue, c'est souvent une élue, vice-présidente en charge de l'enfance et des solidarités. Donc ces deux personnes sont elles aussi responsables aux yeux de la loi si elles n'ont pas signalé des faits dont elles avaient connaissance. Donc je voulais savoir si vous aviez cherché à les contacter et si vous semblait intéressant justement de le faire le cas échéant, parce qu'elle aussi pourrait nous dire dans quelle mesure François Bayrou était bien au courant des faits et n'a pas signalé. La deuxième question, c'est pour Monsieur Perrotin, c'est qu'au début de votre intervention, vous avez dit, si je ne me trompe pas, qu'il y avait beaucoup de signalements qui ont été enterrés. Voilà, donc je voulais savoir, puisque vous êtes là, par qui, combien, comment. Voilà. Vous entendre un peu plus là-dessus. Merci. Monsieur Bala, vous voulez poser votre question rapidement? Allez-y. Oui, merci Président, parce que je dois partir. Oui, c'est davantage à la presse locale que j'aurais m'adressé. Comment expliquez-vous que aussi peu de témoignages, vous ayez requis aussi peu de témoignages à la fois, on peut imaginer, de ceux qui étaient victimes, que des parents qui se rendant compte de ce qui se passait dans l'établissement auraient eu envie de parler, parce que, alors c'est peut-être plus à France 3 que je m'adresse, mais quand, est-ce que vous êtes allé faire d'ailleurs des reportages sur place? Oui, d'accord. Parce que quand une équipe de France 3 arrive, il y a le journaliste, il y a le JRI, il y a le preneur de son, bon, ça se remarque, ça provoque généralement un petit... J'ai été journaliste près de 40 ans, c'est pour ça que je connais un peu et j'ai fait des reportages sur le terrain. Donc à ce moment-là, on peut imaginer que des gens... comment expliquez-vous que ces gens ne soient pas venus à vous, ou que, et là c'est aussi une question pour Sud-Ouest, que des gens ne vous aient pas contacté par téléphone en disant moi j'ai des vidéos, puisque quand même depuis quelques années il y a des vidéos qui pourraient être prises. Comment, voilà, expliquez-vous, vous disiez qu'il y a eu des articles de presse, effectivement, il y a eu des plaintes de déposées, enfin voilà, c'était pas quelque chose de caché, planqué, ça sortait, mais que vous n'ayez jamais réussi à avoir des témoignages directs de ce qui se passait dans cet établissement ou dans d'autres établissements donc, de la région. Alors, attendez, on va juste peut-être prendre la troisième et dernière question et ensuite vous répondrez à tout en même temps. Madame Alizadeh. C'est dommage, que j'aurais bien aimé entendre votre réponse peut-être réagir, parce que ma question rejoint celle de ma collègue Marie Mesmer. Monsieur Perrotin, vous avez parlé de plaintes déposées, classées sans suite. Je sais qu'à Mediapart, vous suivez aussi beaucoup d'autres cas de violences faites aux femmes, de violences faites aux enfants. Moi, je fais un parallèle entre les deux parce que j'ai vraiment la conviction que c'est le même niveau de déni, le même niveau la même mécanique institutionnelle qui se met en place. Grâce à MeToo, on a réussi à briser ça et à faire un pas en avant. Pas suffisamment grand, mais on continue. Mais pour les violences faites aux enfants, on en est encore à comment on appelle ça, à piétiner sur place. Voilà. Donc je voulais savoir si ces plaintes classées sans suite, elles sont de nature différente à Bétarame ou c'est toujours la même mécanique qui se met en place. Ouais. Ça creuse la question de Marie Mesmer. Je vous remercie. Donc Madame Lopez, vous voulez commencer à répondre? Oui, allez-y, je vous en prie. Alors, j'ai envie de dire que ça a été encore plus... je travaille à la fois pour... j'écris des articles pour le site de France 3 Aquitaine et je fais aussi du reportage terrain. Franchement, dans cette affaire, ça a été plus facile de travailler pour le numérique, d'écrire, parce que là, une fois qu'on débarque... Alors, il n'y a plus de preneur de son, mais on est à deux. Toutes les personnes... congrégation, rectorat, diocèse, etc. Toutes les interviews, le directeur actuel de Beauramont, toutes les interviews filmées ont été refusées.
Donc déjà, ils voulaient témoigner simplement par écrit, ne répondant pas toujours à toutes les questions, éludant, ramenant toujours à des faits du passé, minimisant, etc. Je pense que j'ai échangé un petit peu avec mes confrères, parce qu'on a des archives donc, de France 3, FR3 à l'époque, sur l'affaire Caricart. Ça a été suivi. Un de mes confrères qui travaillait à l'époque à Pau me dit qu'il y a des gens qui ont été scolarisés à Bétarame et qui se sont confiés à lui, mais qui ne voulaient pas parce qu'ils étaient installés dans leur vie, ils étaient devenus des vies plus confortables, ils étaient devenus avocats, chirurgiens, médecins, chefs d'entreprise et qui n'avaient pas envie de remuer ce passé. Alors ça pose question, soit parce que c'est un passé douloureux, eux-mêmes ont été victimes, ils n'ont pas envie d'y revenir, soit parce que par lâcheté, ils n'ont rien dit. Ça ressort énormément dans tous les témoignages. Tout le monde savait aussi, tous les enfants qui étaient à Bétarame savaient qu'il y avait des agressions physiques et sexuelles. En tout cas, tous les témoignages que j'ai recueillis, toutes ces victimes me le confirment. Donc je pense que oui, il n'y a pas beaucoup de témoins. Il n'y a pas beaucoup de témoins. On a eu en interne, par exemple, il n'y a que cette professeure de mathématiques qui, déjà dans les années 96, alertait François Bayrou, avait alerté la protection de l'enfance de l'époque. Mais il y a très peu de gens, de témoins directs. Oui, c'est une difficulté dans ce dossier, quoi, clairement. Moi, j'observe une grande différence entre le début de l'affaire il y a 1 an et aujourd'hui. Quand j'ai sorti mon article sur le surveillant en question, il y a quelqu'un qui m'a dit juste après, t'as du courage. Je dis, mais non, j'ai pas de courage, moi c'est mon boulot, je suis payé pour ça, je suis payé pour raconter des histoires que les gens n'ont parfois pas envie d'entendre, pour vérifier les informations. Et là, grâce à, vraiment, j'ai envie de rendre hommage à Alain Esquer et globalement à tous les lanceurs d'alerte, sa façon qu'il a eue de mettre en relation les gens, de son collectif, puis la presse, puis de solliciter les institutions, nous a été d'une grande aide pour notre boulot. Donc pour répondre à votre question, moi je suis allé aussi sur place. Des témoignages, on en a. On en a eu par téléphone, on en a eu quelques-uns directs. Ça a été un travail comme c'est toujours le cas, quand on a une affaire de violence sexuelle ou une affaire de mœurs tendue, on prend le temps, il faut... c'est pas donné à tout le monde, il faut parfois... moi, je vais réussir à parler, à être en confiance, à donner confiance à une source, et parfois ça va être un de mes collègues, et parfois ça va échouer. Et là on a l'impression qu'on avait petit à petit des dizaines et des dizaines, enfin, 1, 2, puis 2, puis 3, puis 4, 5, puis 10, et aujourd'hui 150 histoires qui mériteraient la une du journal. Et pour répondre à votre question, des témoignages, on en a eu. Mais il y a quelque chose, il y a une dynamique qui est en train de se créer et dont fait partie votre travail. Les personnes qui nous ont parlé par téléphone, sous le sceau de l'anonymat, parfois avec des initiales, parfois ils ne voulaient même pas parler des années, elles ne voulaient même pas nous dire en quelles années c'était. Petit à petit, ça s'est délié. Et donc des personnes qui nous ont parlé, on les a vues ensuite à la télé, et puis une deuxième, puis une troisième, et il est en train de se passer clairement quelque chose. Et là, on est retourné sur place, là au moment de votre visite notamment, et puis pour des enquêtes ponctuelles. Sur place, c'est toujours plus compliqué. C'est comme si l'Omerta il y avait quelque chose de géographique également, quelque chose dans l'air qui fait que là, c'est plus compliqué. Mais très clairement, les choses sont en train de se dénouer. Moi, je ressens les choses de cette manière. Juste, pardon, une petite précision. Je parlais des témoins extérieurs, pas des victimes, parce que des victimes, il y en a beaucoup qui parlent. Là, il va y avoir encore apparemment un dépôt très important de nouvelles plaintes. On va dépasser 200 plaintes.
Donc les victimes, oui, elles nous appellent en direct maintenant, des victimes de Betaram et des autres établissements scolaires de la région, parce que les victimes de Betaram, les anciens élèves qui, adultes, maintenant, ont libéré leur parole, ont réussi à briser le mur du silence aussi pour des camarades qui étaient scolarisés ailleurs. Donc des victimes, oui, on en a. Mais c'est plus difficile sur les familles et les témoins extérieurs. Oui, monsieur Perrotin. Oui. Allez-y. À la question sur les signalements et qui va me permettre de peut-être éclairer monsieur Ballard sur ce mur du silence, puisque en fait, quand on liste les signalements qui ont été enterrés ou ignorés, on comprend l'omerta et la mécanique du silence. Donc nous, on a fait un travail recoupé, c'est-à-dire que soit on a retrouvé des courriers directement de parents, soit on a questionné le parquet de Pau. Les éléments sont tous confirmés de ce que je vais lister. La liste sera à la fois longue et courte. Avril 96, plusieurs plaintes évoquant de graves violences physiques sur les élèves sont classées. 11 avril 96, un père d'élève envoie un courrier au procureur de Pau pour signaler des violences sur son enfant. 17 avril 96, un autre parent d'élève envoie un courrier au procureur de Pau et dénonce des brimades, menaces et injures sur son fils. Pas de suite. Toujours en 96, une mère d'élève signale au parquet de Bayonne, cette fois-ci, des faits de violences sexuelles sur des élèves de 6e. Le parquet de Bayonne interrogé ne m'a pas répondu sur les suites qui avaient été données. Donc on a l'affaire Carré-Carré, évidemment je ne rebondirai pas dessus parce qu'on la connaît. 30 septembre 98, Christophe E, ancien interne à Betaram, témoigne dans une enquête liée au père Carré-Carré des agressions commises par un autre surveillant, Damien S. D'autres élèves confirment ces propos, aucune suite ne sont données. Ensuite, vous avez un ancien élève en 2000 qui dépose plainte contre Patrick M, un surveillant de l'établissement pour des faits de viol. La plainte est classée. En 2005, un ancien élève signale des faits de viol et d'agression sexuelle commis par un laïc. La plainte est classée. Entre 2011 et 2013, un ancien élève dénonce des faits de viol et d'agression sexuelle commis par un laïc. La plainte est classée et je ne listerai pas les éléments de 2019 et de 2024. Mais là où je vous rejoins effectivement, c'est que c'est ce qu'on retrouve évidemment dans beaucoup d'affaires. Mais là, évidemment, je ne suis pas omniscient et je ne connais pas toutes les affaires. C'est assez particulier, je pense, d'avoir une telle ignorance sur des faits qui concernent des mineurs, un établissement privé sous contrat qui est censé être contrôlé. Et là où c'est encore plus surprenant, c'est que lorsqu'on a un homme qui cumule, mais lorsqu'on cumule, c'est l'avantage de peut-être savoir plus que d'autres ce qui se passe dans sa région. Quand on est ministre de l'Éducation et qu'en même temps on est président du Conseil général ou maire de Pau, c'est étonnant de pouvoir passer à côté de tant de choses alors que ses responsabilités exigent qu'il signale ces faits, alors que le simple fait qu'il soit responsable politique lui confère une responsabilité encore plus grande. Alors, si vous voulez des précisions, il faut prendre le micro, Madame Mesmer. Merci Madame la Présidente. Je précisais que c'était des élus en charge spécifiquement de la protection de l'enfance avec la responsabilité politique de celle-ci. Donc je demandais s'il y avait eu des sollicitations auprès d'autres élus, notamment la vice-présidence en charge de l'enfance et la directrice enfant ou le directeur enfance et famille. Évidemment, on a travaillé sur l'ambiance politique dans les années 90. Mais tout à l'heure, dans votre question, vous nous demandez si on avait fait ces sollicitations en vue de savoir quel était le niveau d'information dont bénéficiait François Bayrou à l'époque. En fait, pour nous, cette partie de la question, elle est totalement soldée. En fait, on sait que François Bayrou était au courant. Il était au courant par des parents d'élèves, par au moins une professeure, par la presse, par ses propres services. En fait, pour nous, cette question-là, elle est derrière nous. Notre questionnement, c'est pourquoi ou qu'a-t-il fait de ces alertes-là ? Pourquoi il a publiquement soutenu l'établissement ? Et j'insiste sur son rendez-vous avec le juge Mirande pendant l'affaire de 98, donc sur des violences sexuelles. Il va voir le juge en charge de cette affaire. Et qu'est-ce que dit le juge qui, lui, a été constant dans ses déclarations ? Donc on a quand même un a priori plutôt favorable aux déclarations du juge qu'aux déclarations de François Bayrou, qui a oscillé avec des versions totalement contradictoires sur sa rencontre avec le juge. Il dit d'abord qu'il ne l'a pas rencontré, ensuite qu'il a peut-être vu croiser sur un chemin comme ça, et enfin il a dit devant la représentation nationale qu'il avait parlé du climat autour de l'établissement, pendant une enquête judiciaire. Eh bien, le juge, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, François Bayrou est venu me voir parce qu'il était inquiet pour ses enfants.
Eh bien, pour nous, c'est la clé de compréhension de toute cette histoire et de tout le positionnement de l'actuel Premier ministre sur cette affaire. Il était sans doute effectivement inquiet pour ses enfants. Il agissait en père de famille, inquiet pour ses propres enfants, alors que ses responsabilités commandaient de ne pas réagir au nom d'un intérêt personnel, mais de l'intérêt général, qui était la protection de tous les enfants et la sécurité de tous ces enfants. Et je termine simplement avec une autre archive. Je suis désolé d'abreuver votre commission d'archives, mais on est en 1995, dans la République des Pyrénées, mai 1995, avec Alain Esquer, dont on parle beaucoup. On parle d'Alain Esquer à la mairie de Pau, reçu officiellement à la mairie de Pau en 2025. Mais Alain Esquer, il n'a pas commencé en 2025, il n'a pas commencé en 2024, ni même en 2023. En 1995, il signe une tribune dans la République des Pyrénées, un journal sans doute que doit lire François Bayrou, au moins son entourage, à ce moment-là. François Bayrou est président du Conseil général et ministre de l'Éducation nationale. Il termine cette tribune en disant « Il est de notre devoir à tous de dénoncer de telles méthodes pédagogiques, avec des guillemets, on comprend pourquoi, car les enfants d'aujourd'hui ont besoin d'écoute et de compréhension. » Voilà ce à quoi appelait en 1995, il y a 30 ans, Alain Esquer. Et on attend 2025 pour avoir l'écoute et la compréhension de ces enfants qui sont aujourd'hui devenus adultes. Bien, je vous remercie. Monsieur Corbière, si vous avez une question, allez-y, je vous en prie. Je veux pas alourdir, beaucoup de choses sont limpides, j'y reviendrai pas. Mais c'est une question d'un collègue qui me... C'est vrai qu'il y a un sujet. Pourquoi une seule enseignante, d'après vous, a pris la parole? Ma question est la suivante. Avez-vous, dans vos investigations, une clé de réponse de pour quelle raison? Moi, j'ai été enseignant. Tout se sait. C'est difficile quand même. Il y a des rumeurs. Avez-vous, dans votre enquête, vous avez beaucoup parlé des parents d'élèves, des élèves, mais aussi des enseignants. Étaient-ils au courant? Est-ce que ça se savait? Est-ce que c'était cloisonné de telle façon que, de bonne foi, des enseignants pouvaient ne pas savoir des choses qui avaient lieu, soit dans les dortoirs ou dans d'autres moments dans lesquels ce n'est pas directement... les enseignants? De la même façon, avez-vous remarqué un système, là je parle très librement avec des points d'interrogation, un système de recrutement qui pourrait amener à penser que quelque part ceux qui étaient recrutés, à la fois peut-être par le mode de recrutement, la menace peut-être de possibilité de perdre leur travail, en fait, je veux dire, qui a amené à ce que finalement il y ait une communauté d'intérêt, que tout le monde gardait le silence? Ou est-ce que ça vous semble être trop abusif de voir ça? Parce que avez-vous remarqué, on imagine qu'un élève qui subit une violence, il en parle à ses parents, mais il peut être amené aussi, bien sûr, à en parler à ses enseignants ou à des enseignants. C'est quand même curieux que si vous avez manifestement une difficulté quand on vous lit, parce qu'il y a peu d'enseignants. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y avait, on peut imaginer un système de connivence entre adultes qui savaient mais qui se taisent, une peur? Comment peut-être dans vos investigations avez-vous pu voir une peur, c'est-à-dire d'une direction qui pourrait faire régner un climat de terreur dans les salles de profs pour que ça ne se dise pas, ou d'un cloisonnement tel que tout ce que vous nous rapportez pouvait échapper à tout ça? Est-ce que dans ce recrutement, il y avait un certain type de conviction spirituelle qui était recherchée? Est-ce qu'il y avait je sais pas, une fréquentation de lieux de culte particuliers qui servaient de vivier de recrutement? Vous voyez ce à quoi je veux en venir? Ou est-ce que tout ça est abusif dans les questions, enfin du moins les conclusions qu'on échait? Et pour terminer, vous l'aurez compris, Madame Bayrou ayant un rôle là-dedans, qui certes n'était pas celui d'enseignant, si j'ai bien compris, mais tout de même, est-ce que c'est abusif? Participer tout de même à l'équipe pédagogique? Est-ce que d'ailleurs c'est vrai, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Est-ce qu'il était possible que, on a beaucoup parlé de Monsieur Bayrou, mais encore, je ne veux pas assimiler les deux personnages, mais que quelqu'un qui était à la tâche à laquelle était Madame Bayrou puisse ne jamais entendre parler de ce que vous nous rapportez? Alors, je vais donner la parole aux deux rapporteurs qui ont une dernière question. Il faut que Madame Spielbourg. Très bien. Il faut absolument qu'on finisse à 18h pile, puisque ensuite on a une autre audition juste après. Donc, Madame Spielbourg, Madame la rapporteure. J'imagine que comme nous, parlementaires, vous, journalistes, avec cette histoire qui commence par les révélations de Betaram et qui s'étend aujourd'hui avec nombreuses révélations dans beaucoup d'établissements scolaires privés principalement, mais aussi publics en France, vous avez aussi un rôle de citoyen. Et donc, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que dans les signalements qui vous parviennent ou les témoignages,
vous posez la question de faire vous-même des signalements au procureur, y compris avec le consentement des victimes. Mais en tout cas, nous, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui avec les témoignages qui affluent. Donc, est-ce que vous êtes amené à signaler à la justice des établissements ou des faits? Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous êtes sollicité par des journalistes d'autres régions et sous quelle ampleur et comment vous accompagnez cette libération, alors je dirais plutôt de l'omerta que de la parole, dans d'autres régions françaises, et comment vous voyez l'avenir de ces sujets? Je vais répondre très rapidement sur les signalements. Moi et mon équipe avons systématiquement recueilli des témoignages soit de personnes qui avaient déjà déposé plainte, soit qui allaient le faire, d'autres qui ne souhaitaient pas le faire, et qui faisaient partie de collectifs, et on a publié leurs témoignages. Moi, j'ai jamais été confronté à ce type de cas où j'aurais été amené à me poser cette question. La deuxième question, oui, il y a des sollicitations de journalistes d'autres régions ou de collectifs d'autres régions qui nous demandent de nous mettre en lien avec Alain Esquer ou avec d'autres personnes. C'est souvent des gens d'un certain âge qui ne sont pas spécialement à l'aise avec les réseaux sociaux. Et là, la question que j'ai cru déceler derrière votre question, c'est jusqu'où ça va aller. Et je vais reprendre les mots d'Alain Esquer au début de cette histoire, il y a plus d'1 an. Il disait j'ai créé ce groupe Facebook pour recueillir des témoignages de violence, et je découvre qu'on est en train de découvrir l'une des plus grandes affaires de pédocriminalité qui ait existé. Je pense que ça n'est que le début. Il y a de nombreux autres établissements. C'est comme si, là, ça partait du sud-ouest. On a vu Ustaritz, Bayonne. Mes collègues de Bayonne vont sortir de nouvelles informations très prochainement. Et puis, de manière un petit peu plus large, et puis la côte ouest, et puis la région parisienne. Mais évidemment qu'il va y en avoir d'autres. Et je pense que ce qui est important pour nous, comme pour vous, c'est de voir le plus large possible. Et le plus large possible, c'est même pas la France. Même si vous êtes député de la nation, c'est de réfléchir à cette question de façon globale et internationale. Comment un système de Betaram qui est avec ses spécificités, évidemment, mais peut faire résonner quelque chose de bien plus large. Je vais répondre sur votre question sur les enseignants. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas recueilli le témoignage de beaucoup d'enseignants. Je crois que Radio France en a diffusé un important ce week-end qui raconte justement, encore une fois, des signalements de ce professeur totalement balayé et ignoré. Donc, il raconte peut-être une mécanique, mais qui reste à démontrer avec d'autres témoignages. Moi, je voudrais m'attarder à la fois sur le témoignage de Françoise Gueling que vous allez recevoir, mais son témoignage est intéressant puisqu'il met en cause une personne qui a enseigné peut-être à un moment T, qui s'appelle Elisabeth Bayrou et qui a enseigné la catéchèse à Notre-Dame de Betaram. Qu'est-ce que cette enseignante, elle dit? Elle dit notamment, elle raconte une acceptation de cette violence, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle se baladait avec Elisabeth Bayrou dans l'établissement, qu'elles ont toutes les deux été témoins de violences physiques, donc à signaler normalement, obligatoirement pour n'importe quel citoyen, quand on constate des violences sur mineurs. Et elle raconte que Elisabeth Bayrou ne les a pas signalées et qu'elle raconte aussi une forme de complicité et d'acceptation de cette violence au sein de cet établissement. J'insiste sur ce point pour 2 raisons. La première, c'est que Françoise Gueling, quand elle raconte ça, elle l'a raconté à l'époque. C'était une lanceuse d'alerte, c'était peut-être la première lanceuse d'alerte, et elle a été violemment dénigrée, discréditée, agressée, émutée. Il n'y a qu'à lire le rapport d'inspection dont se sert souvent François Bayrou pour constater à quel point on a balayé totalement des éléments qui, encore une fois, dans un récit totalement cohérent pendant 30 ans de cette enseignante. On peut retrouver son témoignage sur Antenne 2 à l'époque, et c'est le même qu'on a diffusé sur Mediapart aujourd'hui, puisqu'elle n'a pas varié, et elle raconte comment elle a été discréditée. Aujourd'hui encore,
cette lanceuse d'alerte est discréditée. Le lendemain des révélations de Mediapart sur son témoignage, quand elle parle pour la première fois à visage découvert, vous avez quand même, j'insiste, la ministre de l'Éducation qui remet en cause son témoignage. Vous avez François Bayrou qui remet en cause son témoignage. Donc il se passe la même chose avec 30 ans d'écart sur l'idée qu'on ne veut pas entendre la lanceuse d'alerte qui n'a pas varié dans son récit. Et la deuxième chose, et c'est un point, et c'est un nœud aussi, je dirais, de cette histoire, c'est Elisabeth Bayrou. Elisabeth Bayrou, elle est mise en cause par cette enseignante sur le fait qu'elle aurait vu des violences, qu'elle ne les aurait pas signalées à la justice et qu'elle les aurait même cautionnées. Elle n'est pas mise en cause seulement par cette enseignante. Je pense que je ne vais pas être démenti par ma consoeur. Dans France 3, il y a des élèves qui confirment ce récit-là sur le fait que Elisabeth Bayrou était au courant des violences. Sur BFM TV, il y a eu un témoignage d'un ancien élève qui va dans le même sens. Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs personnes, que ce soit enseignants ou anciens élèves, qui accusent une enseignante de Betaram et qui se trouve être la femme du Premier ministre. Et on a un Premier ministre qui ne répond pas, qui dit que c'est de la vie privée. Et on a Elisabeth Bayrou, qui pourtant a un lien direct avec cet établissement, qui en plus a été aux obsèques du père Caricart, d'un père mis en cause pour des viols sur mineurs, qui ne répond pas à Mediapart. Nous, on a demandé à la contacter, on a demandé à Matignon de la contacter, on a refusé de nous donner accès à elle, et qui ne répond pas aux journalistes, ou qui répond pour dire qu'elle ne veut pas répondre. Dans n'importe quelle autre affaire de corruption, de banque, si on parlait d'une banque et pas d'une école, si le Premier ministre avait sa femme qui travaillait dans cet établissement bancaire et qui avait de tels dysfonctionnements ou de malversations qui suscitaient un débat aussi large, on n'accepterait pas de dire c'est la vie privée, cette femme-là n'a pas à parler. Là, on est dans un établissement sous contrat avec l'État, on a une enseignante qui a des éléments de réponse. Elle est accusée par plusieurs personnes d'avoir vu des violences, de ne pas les avoir signalées à la justice. Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle à dire sur ces accusations? Est-ce qu'il y a des éléments vrais, faux, tout est faux? On a besoin d'entendre sa parole et sa réponse. Elle refuse. Et on a un Premier ministre qui argue la vie privée à ce moment-là. Je pense que par rapport à tout ce qui nous anime aujourd'hui et aux enjeux de la Commission, c'est un élément clé parce que ça fait partie de la culture du déni et c'est une opacité et un manque de transparence qui est à la fois incompréhensible et inacceptable. Je vous remercie. Madame Lopez, pour finir. Mot de la fin. Oui, un petit peu le temps. Alors, en 3 fois, Madame Gulung, elle explique déjà, en 95, elle assiste... il y a un problème qui se passe sur le perron, des enfants qui passent la nuit sur le perron, ils sont en hypothermie, d'accord. Tout le monde est au courant, ça se passe la nuit. Elle arrive le lendemain, ses élèves sont blêmes, lui racontent ce qui s'est passé. Le surlendemain, ils sont convoqués, tous les enseignants sont convoqués par la direction religieuse de l'époque, la congrégation, qui leur dit si vous parlez à des journalistes, si vous parlez à des enquêteurs, ça mettra l'établissement en péril et vous pourriez perdre votre emploi. Donc, pression quand même sur les enseignants. On peut comprendre que certains soient frileux. Ça n'a pas empêché cette dame, elle vous l'expliquera dans quelques instants. Oui, enfin ça, en tout cas, c'est son témoignage. Et les enfants sur le perron, c'est paru dans la presse à l'époque. Voilà. Après, pour la libération de la parole, je ne sais pas comment s'appelle madame, mais qui parlait du MeToo par rapport aux femmes. On peut se poser la question sur Betaram, est-ce qu'on n'est pas au début d'un MeToo, en tout cas dans l'enseignement catholique? Parce que nous, en direct, enfin nous, journalistes qui avons travaillé dessus, moi j'ai reçu un appel d'un expatrié qui vit en Afrique du Sud. Il me dit, voilà, moi j'ai été violée en 96 dans des camps scouts à La Rochelle. Donc oui, aujourd'hui, on oriente ces personnes à des confrères. Alors du coup, nous, France 3, pareil, des établissements d'Isère ou de Normandie. Donc en ce moment, oui, c'est en train de... On n'est qu'au début, pour rejoindre ce que disait mon confrère de Sud-Ouest, on est vraiment qu'au début, mais Betaram a brisé, en tout cas, l'omerta, quoi. Merci beaucoup. Madame Gulung nous attend dans le couloir, donc nous allons nous arrêter. Merci.